plus bel immeuble du monde, c'est Versailles. On a un seul problème, c'est qu'on a coupé la tête du locataire il y a à peu près 200 ans. Donc le bazar, ça vaut rien. Parce que t'as pas de création de valeur en tant que telle par l'actif. On est même un côté reptilien, on n'a aucune conviction sur l'immobilier. En fait, un immeuble, c'est un tas de briques. Oui, pas la valeur derrière. C'est ma vision. Le seul qui crée de la valeur dans un immeuble, c'est le locataire. Je découvre la SCPI et je me dis, mais ce truc-là, c'est génial parce que ça n'est que du cash. Tu mets ton cash dans une société, le gérant investit, achète des immeubles avec ton argent, et le gérant n'est qu'un prestataire de service comme un autre. La SCPI va recevoir des loyers et le gérant te fait un chèque tous les trimestres pour te rendre la monnaie. Et dedans, il y a que des immeubles avec des locataires. On a développé les SCPI à capital variable. Alors, une SCPI à capital variable, c'est quoi? C'est une SCPI qui grandit tout le temps. Investir dans l'immobilier, dans des gros parcs immobiliers gérés par des professionnels pour toucher des loyers passivement sans avoir rien à gérer. Ça fait rêver sur le papier et c'est la promesse de l'investissement en SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. C'est une promesse qui a séduit beaucoup de monde sur le marché français ces dernières années, puisque fin 2024, c'était un marché qui a approché une valorisation d'environ 100 milliards d'euros. Mais c'est aussi, comme tout investissement, et comme on le dit toujours, un investissement qui peut comporter des risques, qui a des limites, et ces dernières années, beaucoup d'investisseurs se sont cassés les dents aussi sur les SCPI. Alors le but aujourd'hui, c'est faire une véritable masterclass de l'investissement en SCPI. Comment fonctionne une SCPI, quels sont les avantages, les risques, quelle est la meilleure façon d'investir et quel est l'avenir concrètement de ce marché. Et pour répondre à toutes ces questions, j'ai invité une véritable référence du secteur en France, Frédéric, bienvenue. Bonjour. Merci en tout cas pour ta présence. Donc pour mettre un peu de contexte sur qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le fondateur et le directeur encore aujourd'hui de Quorum, donc qui est une des plus grandes sociétés de gestion immobilière en France. Tu gères un peu plus de 9 milliards d'euros d'actifs sous gestion et tu es souvent considéré comme l'une des références du secteur des SCPI avec des visions parfois très novatrices, on en reparlera. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous en dire un peu plus pour mettre un peu de contexte sur quel a été ton parcours qui t'a mené jusqu'à la fondation de Quorum et aujourd'hui la gestion? Très bien. Alors, je voudrais juste, dans ton introduction, compléter ton propos. Ok. Parce que souvent, quand je suis invité, on me dit « Ah, Puzin, tu gères 8 milliards, 9 milliards. » Voilà. Et c'est vrai que dans le monde de la finance, que ce soit l'immobilier, la banque, l'assurance, Quorum, c'est aussi une compagnie d'assurance. En gros, tu pèses combien, quoi? Tu gères combien? Tu as combien de milliards? C'est ça qui met la crédibilité. Et je trouve que le propos est complètement déplacé. On ne gère pas des milliards. On gère l'épargne, l'argent de personnes. Toi, ma grand-mère, mon neveu, ta tante, voilà. Donc c'est derrière tout ça, c'est des vraies personnes. Donc on gère peut-être 9 milliards, mais surtout on a l'épargne de 150 000 personnes qui nous ont fait confiance. Et quand on raisonne comme ça, et je pense que tout le propos de notre échange, c'est vraiment le truc le plus important si on veut essayer de garder un cap. Autrement, gérer des milliards, on peut se perdre parce que les milliards, c'est quoi? C'est l'argent, c'est complètement impersonnel. Quand on commence à réfléchir que les milliards, ce sont des personnes, c'est pas tout à fait la même chose parce que ces personnes, ça peut être toi. Voilà. Alors une fois que j'ai précisé ça, moi, mon parcours, je suis économiste de formation. Un économiste qui a mal tourné parce que je suis devenu ensuite financier et expert comptable. Voilà, ça c'est pour ma carrière académique. Et j'ai commencé à travailler dans le monde de l'audit, notamment en conseillant des fonds d'investissement, ce qu'on appelait à l'époque, alors c'était le début de ce qu'on appelle aujourd'hui le private equity. C'était il y a presque 40 ans, voilà. Et ensuite, je suis parti dans la vraie vie. Je suis parti dans la vraie vie d'entreprise. Je suis parti dans le monde industriel. Voilà. Donc, j'ai appris ce que c'était que investir, travailler derrière une machine-outil, faire des investissements dans des pays étrangers, aller convaincre des clients qui ne voulaient parler que de prix. Enfin, ce que tout le monde peut imaginer la vie d'une entreprise industrielle, qui est un monde excessivement exigeant et qui demande beaucoup d'abnégation. Voilà. Et puis ensuite, j'ai fait un passage dans l'immobilier, puisque j'étais jeune directeur financier d'une boîte qui s'appelait Atisril et qui est devenue BNP Paribas Immobilier, que j'ai vendu, je participais à la session 2004 à BNP. Voilà. Et dans ce passage dans l'immobilier, je venais de l'industrie, j'étais un petit peu surpris. Moi, je ne sais pas ce que c'était que l'immobilier. Par contre, j'étais dans l'industrie utilisateur d'immobilier. Et pour moi, l'immobilier, c'était un tas de briques. Et puis dedans, on met des machines, on met des bureaux. Et comme disent les anglo-saxons, pour moi, on considérait ça comme des utilities. C'est-à-dire que c'était un moyen de production comme un autre. Et quand je suis arrivé dans le monde de l'immobilier, je me suis rendu compte que les acteurs de l'immobilier, ils adoraient les immeubles. Alors moi, j'adore les immeubles, mais soit parce qu'ils ont une histoire, soit parce que c'est ma résidence principale et j'aime bien choisir la couleur de la tapisserie ou la couleur du pot de fleurs qui est derrière. Mais un immeuble professionnel, sur le plan architectural, on peut aimer, mais avant tout, ça doit être pratique, ça doit être pas trop cher, le moins cher possible.
et puis ça va de rendre le service qu'on attend. Donc j'ai été étonné dans ce milieu qui me paraissait un petit peu hors de l'espace et du temps, flotter dans un espèce d'éther, l'immobilier. Et les gens de l'immobilier, voilà. Une fois qu'on a dit les gens de l'immobilier, ça voulait tout dire. Et il se trouve que de fil en aiguille, en fait, je suis arrivé dans un domaine très particulier d'immobilier, que sont les SCPI. Alors les SCPI, j'en avais entendu parler, mais objectivement, ça ne m'intéressait pas. C'est un peu comme ton contrat d'assurance vie, tu vois. La plupart des Français ont un contrat d'assurance vie, personne n'est intéressé à lire son contrat d'assurance vie. Oui. Ouais, c'est pareil, j'ai entendu parler de SCPI, mais déjà que le mot, je ne cherchais même pas à comprendre, à tort d'ailleurs. Est-ce que c'est assez récent, SCPI au final? Ah non, c'est vieux, ça date, c'est fin des années 70 de mémoire. Ok. Et d'ailleurs, c'est une histoire assez particulière. Et donc, voilà, il se trouve que j'arrive dans ce monde-là, c'est en 2007, juste au moment de la crise des subprimes. Alors, les plus jeunes d'entre vous ont entendu parler. Les gens un peu plus âgés voient parfaitement de quoi je veux parler. Ils l'ont vécu, donc ça a été une vraie crise, une crise très violente, mondiale. Et donc, je découvre, après que pendant des années, le monde de la finance était surtout basé sur beaucoup d'endettement, beaucoup de paris, des systèmes, des montages extrêmement complexes, où en définitive, on ne savait plus tellement où était la valeur, où était la richesse, et on voyait rarement la couleur de l'argent, puisque tout ça a été dématérialisé. Je découvre la SCPI, et je me dis, mais en 2007, et je me dis, mais ce truc-là, c'est génial, parce que ça n'est que du cash. Voilà. Tu mets ton cash dans une société qui s'appelle une SCPI, Société Civile à Prépondérance Immobilière. Alors, je ne sais pas qui a trouvé le nom, mais poème. Le gérant investit, achète des immeubles avec ton argent, avec l'argent qu'il y a dans la société. Le gérant n'est qu'un gérant, il est prestataire de service. Le gérant n'est pas propriétaire de la SCPI, c'est pas sa SCPI, c'est ta SCPI. Tous les associés de la SCPI sont propriétaires de la SCPI. Il le gère comme une agence gérée. Et le gérant n'est qu'un prestataire de service comme un autre. Voilà. D'ailleurs, tu peux en changer. Et en contrepartie, la SCPI va recevoir des loyers et le gérant te fait un chèque tous les trimestres pour te rendre la monnaie. Rien de plus simple. Et dedans, il n'y a que des immeubles avec des locataires. Donc le truc est juste basique, génial, et d'autant plus génial qu'en pleine crise des subprimes où voilà, le monde de la finance se réveille un peu la gueule cassée avec des trucs qui ont été faits de façon très compliquée où les gens ne savaient même plus tellement où était l'argent. Avec un truc extrêmement simple, extrêmement visible, parce qu'en plus, un immeuble, tu peux le voir. Enfin, je peux te donner l'adresse, je peux te donner les mètres carrés, la hauteur de l'immeuble, etc. Donc, c'était un contraste total par rapport à l'époque. Et finalement, ça amenait une espèce de modernité d'un truc qui était complètement ringard, parce que les SCPI était quand même un truc assez ringard. Pourquoi ? Parce que le montage initial de la SCPI, globalement, c'est une forme d'administration de biens collective. C'est un placement dans lequel tu confies ton argent à un administrateur de biens. C'est un petit peu ça l'idée à l'époque. Et donc, moi, je découvre ce monde-là un petit peu avec étonnement et je me dis que ce produit, produit de placement est extrêmement innovant. Voilà. Et c'est comme ça que j'arrive dans le monde des SCPI en 2007, à un moment où ce produit est un peu enterré, un peu dans la vase, personne ne le regarde. Voilà un petit peu l'origine de l'histoire. Et c'est vrai qu'en France, on aime bien quand c'est l'immobilier, la pierre par exemple, c'est plus palpable. Et donc, comme tu dis, c'est beaucoup plus simple. Le business model, on imagine mieux quand on investit dans des immeubles, on touche les loyers, que la finance, c'est très opaque. Ouais, alors je pense que dans notre échange tout à l'heure, tu vas me poser des questions un petit peu poil à gratter. Mais en disant ça, tu as tout dit. Tu as deux choses qui font que nous tous Français, on prend des décisions d'investissement qui nous rendent assez facilement... comment dirais-je, on arrive à nous convaincre facilement sur deux thèmes, même si c'est en train un peu de changer, mais en gros, c'est la fiscalité et l'immobilier. Alors la fiscalité, parce qu'on n'aime pas payer les impôts. Personne n'aime. Voilà. Ça se discute pour autant, hein. Mais on n'aime pas payer les impôts. Et deuxièmement, l'immobilier, c'est génial parce qu'on nous a toujours dit que c'était une valeur refuge. Voilà. Mais l'immobilier, et c'est là qu'est toute la confusion, qui est savamment entretenue, c'est que l'immobilier, c'est tout sur une valeur refuge. Ce qui est particulier de l'immobilier, c'est une valeur tangible. Une action, tu l'as pas, elle est virtuelle. Alors, autrefois, c'était un bout de papier. Aujourd'hui, c'est un ordre sur un compte. Voilà. Tu prends une obligation, c'est pareil. Enfin, quels que soient les placements, tu sais pas, t'achètes un truc, une représentation. L'immobilier, l'immeuble, il est là. Donc là, tu es dans une société dans laquelle tu n'as que des immeubles avec des locataires qui payent des loyers. Voilà. Donc le truc est super simple. Et alors, à une époque, il y a même eu, c'était l'aboutissement
Enfin, c'était le Graal, c'était les SCPI à finalité fiscale. Alors, tu fais de l'immobilier, tu fais de la fiscalité. Voilà. Alors là, c'était hyper simple. Hyper simple au sens où voilà, tout le monde pouvait comprendre et ça paraissait extrêmement attrayant. Voilà. La réalité est un peu plus difficile à appréhender. Et je considère que les SCPI, dans un passé récent, et même depuis leur création, elles ont surfé sur cette confusion entre immobilier valeur refuge et immobilier valeur tangible. C'est vrai que les gens font souvent l'erreur de voir tangible, refuge, alors que c'est différent et ça reste un marché aussi cyclique. Et au final, quand est-ce que tu as lancé Quorum? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Comment ça a évolué? Ouais, alors on a créé Quorum en 2011. Ok. Et alors, la petite histoire, c'est qu'à l'origine, c'est pas du tout fait Quorum pour faire des CPI, c'est fait pour faire ce qu'on appelle des OPCI. Alors, l'OPCI, ça aussi, c'est un gros mot, un acronyme comme on sait bien les faire en France. Au départ, l'OPCI a été créé pour quelque part tuer la SCPI. Le projet était le suivant. C'est l'immobilier. Le problème de l'immobilier, c'est que la SCPI, ça n'est que de l'immobilier, c'est que tu as une liquidité dont la temporalité est lente. Contrairement à la bourse. Toi, tu veux faire un investissement locatif, tu vas t'acheter un immeuble à Lyon, par exemple, ou tu as décidé d'acheter un immeuble à Lyon. Donc d'abord, tu vas le financer en partie peut-être avec une banque, donc il faut que tu ailles voir ta banque, tu vas pouvoir disposer de combien. Ensuite, il faut que tu trouves une agence immobilière ou deux, que tu trouves l'appartement, que tu ailles voir le notaire, il y a des délais. Enfin bon, pour acheter, il faut entre le moment où tu décides de dire je vais faire un projet immobilier d'investissement locatif et au moment où tu commences à recevoir ton premier loyer, c'est entre 3 mois et 1 an. Voilà. Les 3 mois, c'est hyper court. Ouais, Surtout en on France. est très bon. On est très bon. Voilà. Et donc, le sujet, c'est que l'immobilier a une temporalité lente. Donc, pour vendre, pour devenir liquide dans l'immobilier, contrairement à une action en bourse ou d'autres produits financiers, ben, tu ne vends pas ça à les microsecondes. Tu ne peux pas te rendre liquide. Or, on est dans un monde où on aime bien pouvoir disposer de son argent à tout instant. C'est jamais ce qui peut se passer. On aime bien la liquidité. D'ailleurs, on est finalement éduqué comme ça depuis une vingtaine d'années. La crise des subprimes n'y est pas pour rien, puisque même sur le plan réglementaire, les grandes instances internationales, les États souhaitent que les épargnants restent au maximum liquides. Voilà. Et donc, la qualité d'un produit de placement se mesure par sa liquidité, sa capacité à le vendre rapidement pour pouvoir récupérer son argent. Voilà. Et donc, l'immobilier a un énorme inconvénient, c'est que un immeuble, tu ne le vends pas en 3 minutes. Voilà. Il faut beaucoup de temps. Et pendant que ce temps s'écoule, en plus de ça, la Terre continue à tourner et le monde peut changer. Et donc, la valeur de ton bien, elle peut fluctuer. C'est-à-dire que ceux, par exemple, qui ont décidé de vendre des immeubles en août 2022, s'ils ont mis 1 an à vendre, le marché immobilier entre août 2022 et août 2023, c'est plus du tout le même. Tu vois. Les prix ont évolué, ils ont baissé. Mais ça peut marcher dans l'autre sens. Et donc, c'est toute la difficulté. Et donc, on a créé un produit qui s'appelle, c'était en 2007, on a voulu créer un produit OPCI qui lui permettait de rendre l'immobilier liquide. C'est le truc de génie. J'ai un produit immobilier, en plus ça, je suis liquide à tout instant. Mais tu te rends compte qu'il y a une difficulté. C'est comme l'immeuble n'est pas liquide, il faut du temps pour le vendre, il faut que quelqu'un assure la liquidité. Donc, qu'est-ce que tu mets pour faire de la liquidité? À côté des immeubles, tu vas mettre beaucoup de monétaire, tu mets beaucoup d'argent liquide. Mais ce qui fait que tu as une rentabilité qui est un peu hybride et c'est plus tout à fait de l'immobilier. D'accord? Et donc, c'est un des inconvénients de la SCPI, c'est que ça a vraiment la temporalité de l'immobilier. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour vendre les immeubles et pour rendre les gens liquides. Alors, ça, c'est le début de l'histoire de la SCPI. Je vais faire un petit peu d'historique. Donc, les SCPI, au départ, c'est des gens qui se réunissent au sein d'une société. On achète des immeubles et quand je veux sortir, je revends ma part. Et quand je revends ma part, il faut que je trouve quelqu'un d'autre pour racheter ma part. Ou que le gérant vende un immeuble. Donc, ça pouvait prendre beaucoup de temps. Ça, c'est la première phase des SCPI avec une première crise qui a eu lieu au milieu des années 90, parce que les SCPI étaient ce qu'on appelle la capital fixe. Alors, capital fixe, c'est quoi? C'est un club fermé. D'accord? La SCPI, il y a une taille, il y a un certain nombre d'associés, et pour sortir de la SCPI, soit on vend un immeuble, soit on trouve à quelqu'un d'autre à qui tu vas vendre ta part. Donc évidemment, si la personne qui est en face de toi considère que la part, elle vaut pas 100, mais elle vaut 90 parce que le marché immobilier a baissé, tu vas perdre de la valeur. Donc pour régler cette crise, on a développé les SCPI à capital variable. Alors une SCPI à capital variable, c'est quoi? C'est une SCPI qui grandit tout le temps. Alors, dans une certaine mesure, elle n'a quasiment pas de limite, c'est-à-dire que périodiquement, on augmente son capital. Donc ça veut dire que quand toi, tu veux sortir, dans le cadre de l'augmentation de capital, s'il y a quelqu'un qui veut rentrer,
eh ben, tu vas pouvoir sortir très rapidement. Et donc, plus les SCPI vont être, on va dire, intéressantes et commercialement, elles vont susciter de l'intérêt, c'est-à-dire que les épargnants vont avoir rentrer dedans, en fait, tu es liquide très vite. D'accord ? En fait, c'est celui qui va rentrer qui va te donner la liquidité. Mais tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un sur un marché en disant tu en veux combien de ma part ? Non, là, le prix est fixé et tu sais dans quelles conditions tu sors. Donc, la SCP à capital variable a réglé une partie de cette liquidité. La seule condition, c'est qu'il faut que le produit plaise. Donc, il faut qu'il soit performant, il faut qu'il soit attrayant, il faut qu'il soit compréhensible. Et ça, c'est la deuxième histoire des SCPI qui a vraiment démarré après cette crise des subprimes, parce que la SCPI avait une vertu, c'était recevoir des loyers très fréquemment, tous les trimestres. Alors nous, on a inventé le loyer qu'on paye tous les mois, du coup, ça venait vraiment à un complément de revenu. Et puis quand tu sortais, tu sors très vite. Et toujours chez Quorum, tu sors aujourd'hui, c'est 1 semaine, 2 semaines maximum, parce qu'il pour l'immobilier, pas mal. Très liquide. Voilà. Et donc tout ça pour dire que l'immobilier, ça a beaucoup de contraintes et que la SCPI a essayé de résoudre une partie de ces contraintes, et la plus grande d'entre elles étant la liquidité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on fait l'immobilier. La SCPI, c'est l'immobilier. Donc un immeuble, ce n'est pas une valeur refuge, c'est une valeur tangible. Et donc, comme tous les investissements, la valeur, elle peut bouger dans le temps. Voilà. Et ça, c'est ce qu'avaient mal compris beaucoup de personnes. Et si moi, là, par exemple, j'achète une part de SCPI, par exemple de Quorum maintenant, concrètement, qu'est-ce que j'achète ? Comment ça se passe si on devait vulgariser un peu ? C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la SCPI est une société. On oublie le mot SCPI, on met société. Tu as des milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui achètent une partie du capital, chacun en fonction de ses moyens, de son souhait, et vous êtes tous associés. On est tous associés, d'accord ? Il y a un gérant qui va la gérer. Tous les ans, tu vas avoir des assemblées générales, c'est-à-dire qu'on fait voter les associés pour savoir si globalement ils sont contents du travail qui est fait, et globalement si les grandes décisions prises par le gérant correspondent au contrat qui a été signé entre les associés, qui sont des statuts. Voilà. Alors, quand tu achètes une part de SCPI, les statuts, tu les signes, mais indirectement, c'est pas aussi, le formalisme n'est pas aussi compliqué que ça. Et quand je te dis ça, quelque part, tu te dis, mais ça ressemble quand même furieusement à des crowdfunding avant l'heure, quoi. Hein ? Ça ressemble méchamment à ça. Donc oui, c'est exactement ça. C'est en ça que ce produit est excessivement moderne. C'est pas une SICAV, c'est pas un OPCVM, c'est une vraie société, quoi. Et c'est quoi les différents types de SCPI ? Parce que là, on imagine des immeubles, mais dans quoi je peux investir au final quand j'investis dans une SCPI ? Alors autrefois, il y avait les SCPI commerciales, donc avec de l'immobilier commercial. Donc le commercial, c'est bureau, commerce. Après, il y a eu hôtel, logistique, santé, enfin tout ce que tu peux imaginer. Il y a eu une époque des SCPI résidentielles qui était très intéressante parce qu'elle était en même temps fiscale et te permettait de défiscaliser. Voilà. Alors celles-ci ont un peu disparu parce que d'abord les dispositifs fiscaux sont de moins en moins favorables. Et puis le résidentiel, le problème c'est qu'il y a très peu de rentabilité sur le résidentiel par rapport à l'immobilier commercial. Et puis enfin, il y a un autre sujet, c'est que c'est quand même un petit peu compliqué dans une SCPI résidentielle. En fait, tu gères des appartements avec des gens qui vivent dedans. Ouais. Donc évidemment, c'est quand même beaucoup plus simple de dire à un locataire qui est une entreprise, il faut que tu payes le loyer. Si tu ne payes pas le loyer, je vais te poursuivre, ou je vais t'attaquer, je vais te envoyer les huissiers. Voilà, dans le résidentiel, c'est des familles, des personnes particulières qui peuvent être par ailleurs même investisseurs dans une SCPI. Tu vois, le truc a un côté un peu... il y a un véritable problème de conscience quelque part. Voilà, c'est du résidentiel. Voilà, enfin, nous, chez Quorum, on considère que l'immobilier résidentiel, moralement, c'est un peu compliqué. Par contre, être exigeant avec un locataire professionnel qui est une entreprise, c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. C'est plus facile. Donc vous avez axé votre stratégie beaucoup plus sur les bureaux, les hôtels, les centres commerciaux. Alors nous, on est extrêmement pragmatique. On est même un côté reptilien. C'est-à-dire que nous, on n'a aucune conviction sur l'immobilier. Je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. En fait, un immeuble, c'est un tas de briques. Ok. Oui, pas la valeur derrière. C'est ma vision. Voilà. Okay. Le seul qui crée de la valeur dans un immeuble, c'est le locataire. Parce qu'en contrepartie du tas de briques que tu mets à disposition, il va payer un loyer. Donc c'est lui qui crée la valeur. Alors après, il se trouve que comme sur tout marché, tu as les gens qui créent de la valeur, qui sont représentés par un titre de propriété. Tu peux être propriétaire d'une action, d'une obligation, tu peux être propriétaire de plein de choses, d'un token. Voilà, tu as un token. Bon. Donc ce truc-là, il produit de la valeur en tant que tel. Et après, tu as une autre façon de créer de la valeur, c'est que toi, tu vas l'acheter à un prix,
Et tu vas attendre qu'un autre agent économique te l'achète à un autre prix. Un autre investisseur te l'achète à un autre prix. Évidemment, ton espoir, c'est que tu l'achètes plus cher que ce que tu l'as acheté. Jusque-là, j'ai rien inventé, il n'y a rien de génial, c'est très basique. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Voilà. Et donc, la grande confusion aussi avec l'immobilier, non seulement ce n'est pas une valeur refuge, c'est une valeur tangible, mais la création de valeur, ce n'est pas l'investisseur à laquelle tu vas vendre potentiellement qui crée la vraie valeur, c'est le locataire. Parce que celui qui va te racheter, avant tout, si tu as un immeuble qui est vide, il va dire, écoute, t'es gentil, mais ton truc est vide, j'ai pas de revenus. Donc en attendant de pouvoir le revendre à quelqu'un d'autre plus cher que ce que j'ai acheté toi, si j'ai pas de locataire, ton truc, il vaut rien. La preuve en est, c'est que le plus bel immeuble du monde, et c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un Allemand, c'est Versailles. On est français, donc évidemment on est flatté. On a un seul problème, c'est qu'on a coupé la tête du locataire il y a à peu près 200 ans. Donc le bazar, ça vaut rien, quoi. Tu vois, Château de Versailles, voilà. C'est inestimable. Même. C'est inestimable, mais financièrement, ça vaut rien d'ailleurs. Voilà. Parce que tu n'as pas de création de valeur en tant que telle par l'actif. Voilà. Ok, par l'actif. Et donc la grosse confusion de l'immobilier, c'est globalement immobilier égale valeur refuge, donc je revendrai toujours au moins aussi cher que ce que j'ai acheté. Ben non. Et c'est là qu'est tout l'enjeu, et c'est en ça que je te dis que nous, on a ces reptiliens, et tu vas comprendre le raisonnement, c'est que quand tout le monde veut acheter la même chose au même moment, quelle est ta chance de faire une bonne affaire? Très peu. Elle est très faible. Ouais. D'accord? Quand par contre, il y a 100 vendeurs et que tu es tout seul à acheter, généralement, tu vas faire de bonnes affaires. C'est pour ça que les meilleures opportunités sont souvent en temps de crise. Voilà. Alors, et tout ça, tu le recouvres avec la psychologie des investisseurs et des marchés, de façon générale, des marchés financiers. Tout le monde va au même endroit au même moment. Alors, tu as les gens qui sont brillants, dont je ne fais pas partie, qui arrivent à anticiper des grands phénomènes et qui sont les premiers à aller sur une zone d'investissement, une zone de placement. Et ça, c'est vrai, encore une fois, pour tous les types de placements. Les gens qui anticipent des grands mouvements de société, qui anticipent des grands phénomènes ou des événements géopolitiques et qui arrivent à acheter au bon moment, à vendre au bon moment, et qui donc arrivent à faire des écarts énormes. Parce que si tu es tout seul à acheter et qu'ensuite, quand tu veux vendre, tu as 150 acheteurs, tu fais que des excellentes affaires. Alors, c'est pas aussi simple. Et nous, on a ce côté un peu reptilien, c'est comme, voilà, tout n'est pas forcément évident à détecter. On arrête d'acheter là où tout le monde veut acheter. Voilà, on prend le problème à l'envers, on se dit, si tout le monde veut acheter ça, on arrête d'acheter, on n'y va pas. Par contre, ce qui est peut-être intéressant, c'est là où personne n'est et là où personne ne veut acheter. Alors, je vais te donner un exemple. Après la crise des subprimes, il y avait 2-3 endroits en Europe qui étaient complètement sinistrés sur le marché immobilier. Et l'Europe considérait que c'était des endroits à fuir, c'était l'Europe du Sud. Donc Espagne, Portugal, Italie, voilà, les marchés immobiliers étaient extrêmement sinistrés. Les pays avaient été extrêmement fragilisés par ces crises. Et en gros, tu disais à un investisseur français dans l'immobilier, je vais faire l'immobilier en Espagne ou au Portugal, on me disait, mais t'es un aventurier, quoi. Bon, voilà. Donc on a été investir en Espagne dans les années 2012-2013. Évidemment, on était quasiment les seuls ou presque. Je caricature. Donc, on a fait de très bonnes affaires. Et par contre, il faut le faire dans certaines conditions. Donc, on avait acheté des immeubles de commerce, donc avec des commerces. Dedans, il y avait des grandes entreprises et grands distributeurs allemands. Et les loyers étaient garantis par les maisons mères en Allemagne. Donc, on a acheté à des prix très faibles, des loyers très élevés, garantis, sur de très longues durées, entre 7 et 10 ans. Donc, le seul raisonnement, c'était de dire, on va attendre que ça se passe. Et qu'est-ce qu'on observe dans ces pays-là? Est-ce qu'on a une chance un jour de vendre plus cher que ce qu'on a acheté? Parce qu'on savait que ça pouvait difficilement aller plus bas. Voilà. Et donc là, c'est là qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe dans la zone, ou ce qui se passe sur ce type d'immobilier. Et tu te fais une opinion. Et tu considères que c'est maintenant qu'il faut acheter. Alors, il y a quelque chose de pas confortable, c'est que tu ne fais pas ce que font les autres. Et oui, on a tous dans la psychologie de l'investisseur, l'homme nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des animaux sociaux, et donc on n'aime pas être seul. C'est dérangeant, c'est pas confortable. Mais sur le plan financier, c'est la meilleure façon de créer de la valeur. C'est-à-dire que tu te décales, tu vas sur les marchés qui sont déflatés, tu achètes à bas prix, tu observes quand même avant d'investir que tu as une chance probable et importante que tu puisses créer de la valeur et qu'un jour tu puisses trouver un investisseur qui, lui, va à nouveau retrouver de l'intérêt pour revenir sur cette zone. Et là, tu es quasiment certain de faire des profits. Donc, on a fait ça, par exemple, aussi pendant le Brexit. Au moment du Brexit, tout le monde désinvestissait d'Angleterre. Nous, on est parti investir en Angleterre avec une livre qui était dépréciée de 25 ou 30% et un immobilier qui avait baissé de 25 ou 30%. Alors, quand on me disait, mais Puzin,
Quorum, vous êtes complètement dingue, quoi. Comment vous pouvez investir en plein milieu du Brexit en Angleterre? Et je leur disais, mais qui est le dingue? C'est le gars qui a acheté il y a 3 ans avec une livre qui était 30% plus cher, un immobilier 30% plus cher. C'est Quorum ou c'est les investisseurs qui étaient là avant? Voilà, le raisonnement, il est là. Et donc, nous, notre métier, c'est d'analyser, de nous faire des opinions là-dessus, d'identifier les zones qui sont à risque. On a très longtemps considéré que le marché immobilier français professionnel était un marché hautement risqué. Voilà, on a quasiment, dans notre patrimoine, depuis 12 ans, on n'a rien acheté en France. On n'avait pas de bureau à la Défense, on n'avait pas de bureau dans Paris, parce qu'on considérait que c'était trop cher, donc trop risqué. Que de l'étranger, vous étiez un peu les premiers à faire ça. Alors, c'est une des raisons pour laquelle on est parti à l'étranger. Alors, on a été les premiers à partir en Europe. Avant nous, il n'y avait aucune SCPI qui investissait en Europe. Mais partant du principe qu'on considérait que c'était trop cher, et que aussi les SCPI raisonnaient franco-françaises. Moi, j'ai des gens qui m'ont expliqué qu'on ne pouvait pas faire d'immobilier à plus de 10 minutes de scooter de l'Étoile, et que de toute façon, hors de France, il n'y avait pas de notaire, donc on ne pouvait pas faire l'immobilier sérieusement. Heureusement, ce temps-là est révolu, mais c'est une réalité. C'est pas si vieux que ça date d'une quinzaine d'années. Non, on s'est dit, on a la chance d'être sur une zone qui s'appelle la zone euro, donc il n'y a pas de sujet de devise, donc pourquoi pas aller investir dans le reste de l'Europe, sachant que les Espagnols, les Portugais, les Danois, ou les Finlandais ou les Allemands, ils ne sont pas plus idiots que nous, quoi. Quand ils font de l'immobilier, ils ont des titres de propriété. Les choses sont aussi très bien organisées. Il n'y a pas qu'en France qu'on sait faire l'immobilier de façon structurée et qui protège l'investisseur. Voilà. Et donc, on a développé toute cette stratégie d'investissement à l'international. Et encore une fois, c'était un petit peu ce côté reptilien, très opportuniste, hyper opportuniste. Et aussi avec une approche un peu statistique, en se disant qu'un truc qui est rare, un trèfle à 4 feuilles, c'est plus facile statistiquement à trouver sur un terrain de foot que dans la jardinière qui est sur ton balcon. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Surtout que si vous êtes 8 à chercher le trèfle à 4 feuilles dans la jardinière, rapidement, vous allez vous marcher sur les pieds. Ça va mettre la foire d'empoigne et vous allez vous battre. Alors que si tu es tout seul sur le terrain de foot, c'est plus simple. Voilà. Donc, c'est vraiment des idées assez simples, assez basiques, mais qu'on a appliquées. Et la vraie difficulté, en fait, et c'est intéressant d'en parler aujourd'hui, et moi, c'est ce qui me passionne dans ce que je fais, c'est d'arriver à expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. C'est pas de convaincre, mais c'est d'expliquer. Le raisonnement qu'il y a derrière. Voilà. Et c'est marrant ce raisonnement, comment ça s'applique aussi aux professionnels. On parle beaucoup en investissement de FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer une opportunité. Et quand tout le monde vend, on voit qu'en bourse, tout le monde se met à vendre. Quand tout le monde achète, tout le monde achète. Et en immobilier, on le voit aussi. Et on pourrait dire que les professionnels, c'est des professionnels. Donc du coup, ils sont un peu immunisés contre ces biais. Et pourtant, sur tous les marchés, l'humain va toujours dans le sens de tout le monde. Je pense que le marché immobilier est le moins bien immunisé de tous les marchés. Mais vraiment. Les taux montent, personne n'achète. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc. Quand tu vois ce qui s'est passé au début de cette crise, je ne parle pas de SCPI, mais déjà de façon générale dans l'immobilier, quand tu as des taux à 0%, c'est une anomalie historique. Il peut se passer qu'une seule chose. Ils peuvent passer négatif. Enfin bon, la probabilité que ça... Oui, c'est passé un petit peu négatif, mais voilà, tu ne peux pas aller plus bas. Donc la seule chose qui puisse se passer, c'est que les taux remontent. Si les taux remontent, tout ce qui avait une valeur de 100 quand les taux étaient à 0, chaque point d'augmentation des taux d'intérêt fait que ça a acheté 100 va valoir moins cher. C'est mécanique. Donc, quand tout le monde se précipitait, quand il y a des milliards d'euros qui sont partis en fumée dans l'immobilier, à acheter des trucs quand les taux d'intérêt étaient à 0, tout ça, c'était de l'argent à risque. Donc, nous, une façon de se prémunir de ça, c'est de dire on arrête d'investir. Si on arrête d'investir, on arrête de dire à nos clients non, ne mettez plus l'argent dans ce fonds-là parce qu'on ne va pas l'investir. On va arrêter d'investir. Donc, ça aussi, c'est une autre discipline. C'est quand on considère qu'on ne sait pas faire, il faut arrêter d'investir. Et donc, dire il faut arrêter de solliciter les épargnants ou les investisseurs. Non, là, on ne sait plus faire. Donc, on va préserver ce qu'on a fait, on va se protéger, on va préserver l'intérêt des clients qui sont là, mais les nouveaux clients, on ne peut pas les prendre, on ne peut pas les embarquer. Donc ça, c'est une discipline qui n'est pas forcément facile. Alors, chez Quorum, pour se permettre de faire ça, on s'est donné une facilité, c'est qu'on est indépendant, c'est-à-dire que l'entreprise, les actionnaires de l'entreprise Quorum, ce sont ses managers. Voilà, on est 19 associés, ils sont tous managers de la boîte, ils travaillent dans l'entreprise. On ne dépend pas d'un fonds d'investissement, on n'appartient pas à une grande banque, grande compagnie d'assurance. On sait très bien qu'on est jugé sur nos résultats, à notre capacité à protéger le capital des gens qui nous font confiance, à générer de la valeur, et que si les gens ne sont pas satisfaits de notre travail, ils nous quitteront. Donc on met quelque part notre entreprise et sa réputation en jeu. Donc ça aussi, c'est une façon de se protéger contre parfois des tentations qui pourraient dire pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme les autres, après tout, là on pourrait quand même acheter, le risque il n'est pas si fort. Ben non.
Et est-ce que ça, c'est pas aussi une difficulté quand on gère une SCPI par exemple, s'il y a beaucoup de personnes qui commencent à acheter des parts de SCPI Mm. Quorum et que vous collectez énormément Mm. d'argent, en général, on dit qu'il y a un délai de jouissance et Ouais, que donc, ouais. au bout d'un certain stade, l'argent que j'investis doit être Ouais, investi. rentable, ouais. Et si à ce moment-là, ben, justement, vous vous dites que c'est pas du tout le bon moment pour investir, comment on fait dans ces... Ah bah, c'est une très bonne question. Alors, on va expliquer 2 secondes ce qu'est le délai de jouissance. Oui, On bien va prendre sûr. un exemple. Donc, tu achètes un appartement locatif à Lyon, tu achètes ça 110 000 euros. D'accord? Et tu mets ça dans une SCI. Et puis tu dis, tiens, j'aimerais bien en acheter un deuxième parce que ça permettrait de minorer mon risque quelque part d'avoir 2 appartements avec 2 locataires. Et tu me dis, tiens, tu veux pas mettre à nouveau 110 000 euros dans ma SCI, comme ça on achète un autre appartement et nous tous les deux actionnaires. Donc on se partage les revenus, on se partage le patrimoine. C'est normal, tu as mis 110 000, j'ai mis 110 000, il y a 2 appartements, on Mm. se partage les revenus. Ok, je te dis d'accord, très bien. Donc moi je mets 110 000 euros dans notre SCI, mais en mettant 110 000 euros dès le premier jour dans la SCI, qu'est-ce qui se passe? On n'a qu'un seul appartement parce qu'on n'a toujours pas investi les 110 000 euros que j'ai apportés. Mm. Mais par contre, comme on est tous les deux associés, ben les 110 000 euros que tu as investis avec, je dis n'importe quoi, les 1 000 euros de loyer par mois que tu reçois, ben le lendemain matin, il faut qu'on le partage. Mm. Donc, tu vas passer, toi, ton revenu va passer de 1 000 à 500, et moi, sans rien faire, je vais gagner 500. Donc, tu n'es pas content. Ouais. Et ben, le délai de jouissance, il permet de résoudre ce problème-là. C'est-à-dire que tu ne vas me payer mon dividende que quand mes 110 000 euros ont été investis et que l'appartement qu'on a racheté va lui-même générer les 1 000 euros. Ce qui fait qu'au total, là, ici, il va gagner 2 000 euros. On va se couper ça en deux, on aura chacun 1 000. Et toi, tu ne seras pas lésé. Le délai de jouissance dans une SCPI sert à ça. Il permet d'attendre le délai dans lequel on va investir l'argent. Alors, ce n'est pas une science exacte, hein, parce qu'on peut dire que le délai de jouissance est à 6 mois. Mais si j'investis après 6 mois, ben, je vais commencer à piquer sur ton revenu parce que voilà, on a dépassé le délai de jouissance, donc je commence à bénéficier de ton revenu. Par contre, si j'investis plus vite, ben, grâce à l'argent que j'ai amené, moi, je n'ai pas le touché encore. Mais comme le gérant de la SCP a bien fait son boulot, toi, tu vas gagner plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dilution ou la relution. Alors, la dilution, ça a été la grande maladie des SCPI entre les années 2010 et 2023, avant la crise immobilière. Les SCPI collectaient énormément. Valeurs refuge, tout le monde voulait faire de l'immobilier. Puis les SCPI ont eu une très belle notoriété, voilà. Il fallait investir vite parce tu collectais. Et investir vite, c'était pas forcément évident parce qu'il n'y avait plus grand-chose à acheter. Ou si tu voulais acheter, il fallait payer très cher parce que tout le monde, il y avait beaucoup d'acteurs sur le marché immobilier, beaucoup de gens avaient de l'argent. Comme les taux étaient à zéro, tout le monde pouvait s'endetter. Donc ça veut dire que tu avais énormément d'argent à investir sur un marché qui n'avait pas bougé en taille. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Si tu as plus d'argent sur un marché sur lequel il y a le même nombre de biens à vendre, ben, les prix montent. Mm. C'est ce qu'on appelle une bulle inflationniste. Alors, ce n'est pas la spéculation, attention. Spéculation, ça consiste à faire la rétention pour créer de la rareté. Une fois que tu as créé la rareté, tu vends plus cher. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu as tellement d'argent que ça fait augmenter les prix et pour acheter, tu es obligé de payer de plus en plus cher. D'accord? Et c'est exactement ce qui s'est passé sur le marché, pas des SCPI, mais les SCPI ne sont que, je vais dire, une partie du marché immobilier, mais ça a été généralisé dans le marché immobilier. Donc voilà, tu as eu ce phénomène d'inflation. Alors la façon de se prémunir de ça, c'est ce qu'on a fait chez Quorum, tu n'attends pas d'avoir collecté pour dire je suis embêté, je ne peux pas investir. Il faut arriver à anticiper les choses en se disant à un moment, ça devient trop cher, je ne sais plus acheter. Et donc tu ne collectes plus. Donc tu dis à tes clients, je suis désolé, je ne peux pas prendre ton argent. Je ne peux pas gérer ton épargne, tu ne peux pas investir dans mon fonds parce que je ne vais pas faire du bon boulot. On peut fermer la collecte. Voilà, il faut ralentir et fermer la collecte. Ça veut dire que moi, pour ma petite société qui s'appelle Quorum, c'est moins de revenus. Mais il faut prendre ses responsabilités. C'est ce qu'on a fait de 2016 avec notre première SCPI, parce que même à l'échelle de l'Europe, à partir de 2016, on a eu des difficultés à investir. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu des difficultés à investir? On aurait pu continuer à acheter, mais comme on s'était mis un fusible, c'est quoi? C'est un critère qui, par rapport à ton appétence pour l'investissement, t'évite de faire une erreur ou une bêtise. Voilà, parce qu'à un moment, dans ton raisonnement, tu peux toujours faire évoluer ta perception des choses, mais à la fin, ce que tu attendais sur le plan financier, ça ne sera pas au rendez-vous. C'est ce qu'on appelle l'appétence. D'accord? Pour un risque, pour un rendement, pour une rentabilité. Et donc, nous, on s'était mis un fusible qui était un rendement d'une SCPI. On s'est dit, notre première SCPI, l'objectif de rendement, c'est 6% minimum. Ça, on l'a fixé en 2012.
En 2025, ben, on va à nouveau faire 6%, comme on le fait tous les ans depuis 2012, ou plus, et plus. Mais une fois que tu t'es dit une SCPI, ce n'est pas une thématique d'investissement. L'immobilier, ce n'est pas une thématique d'investissement. Voilà. Je n'achète pas un immeuble pour acheter un immeuble. Je n'achète pas un hôtel parce qu'il faut que j'achète un hôtel parce que c'est bien d'acheter des hôtels, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Non, je n'ai aucun état d'âme. Moi, ce que je veux, c'est quand je mets 1 euro dans l'immobilier, je veux gagner 6%. Partant de là, bah, quand le marché devient trop cher et que si tu achètes un immeuble à 6%, tu sais que tu ne pourras jamais payer 6% de dividendes parce que dans les SCPI, il y a des frais. D'abord, il faut que je me paye. Ensuite, il y a des frais de fonctionnement, tu as des évaluateurs. Les immeubles peuvent avoir des charges, etc. Donc, pour délivrer 6% de rendement, en gros, il faut acheter entre 7 et 8%. D'accord ? Quand tu ne trouves plus de produits qui délivrent entre 7 et 8%, quand tu ne trouves plus d'immeubles qui délivrent entre 7 et 8%, tu n'arrêtes d'investir. Parce qu'autrement, tu sais que tu vas dégrader le rendement. Et globalement, quand tu regardes ce qui s'est passé entre 2011 et 2023 sur le marché des CPI, il y a une analogie extrêmement intéressante. Tu vois ce que c'est que le fonds en euros dans l'assurance vie. Ouais. Donc, c'est un placement qui a capital garanti. Et derrière ce placement, en fait, il y a globalement des obligations d'État. En fait, une compagnie d'assurance investit son argent dans des emprunts d'État français. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Bon. Entre 2011 et 2012, je crois que le fonds euro, il a dû passer de 4,5% à 2,5%. Enfin, tu vois, ça fait ça. Tu prends les CPI, elles sont passées de 6,5 à 4,5. C'est exactement la même pente, mais exactement la même, simplement avec 2% d'écart, enfin ce qu'on appelle 200 points de base d'écart. Pourquoi ? Parce que plus ton intérêt baisse, plus ta rentabilité baisse. Pourquoi ? Parce que plus tu achètes de plus en plus cher, le revenu de ton achat, il n'augmente pas ou pas proportionnellement. Et donc, tu as une dégringolade. Et une fois que tu es en bas, il ne peut passer qu'une seule chose. Ça peut que remonter. Ça peut remonter. Mais pour remonter, il y a 2 façons de faire remonter un rendement. Un rendement, c'est le rapport entre le revenu et ton investissement. C'est soit le revenu augmente, soit la valeur de ton investissement baisse. Voilà. Donc, si la valeur de ton investissement baisse, tu as perdu en capital. Alors, on va faire un petit calcul tous les deux. Voilà. Imagine, tu achètes un immeuble à 4%. Donc, ça veut dire que tu as 4% de revenus par an. D'accord ? Imagine que la valeur de cet immeuble, il passe à 8%. OK ? Donc, si le revenu était de 4 sur 100, tu avais 4%, tu as acheté ton immeuble 100, tu as 4 de loyer. Si demain matin, le rendement est de 8, d'accord ? Imaginons que le loyer n'est pas baissé, parce que ton locataire, il paye le même loyer. Pour obtenir 8%, il faut que la valeur d'immeuble passe à combien ? 50. Parce que 4 sur 50, ça fait 8%. Donc, tu as perdu combien ? 50%. Ouais. 50% ramené à 4 de revenus. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais en gros, c'est comme si pendant 12 ans, tu ne touchais pas le loyer. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, tu peux caricaturer encore l'exemple en allant plus loin. Il y a un truc qui est génial dans tous les placements. Alors, c'est souvent utilisé dans le private equity, c'est beaucoup utilisé dans l'immobilier, mais ça peut être fait dans d'autres types d'investissements. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Ouais. C'est-à-dire que tu ne mets pas que ton argent, mais tu vas à la banque en disant voilà, j'aimerais investir plus. Et comme le taux d'intérêt est inférieur à ce que me ramène mon placement, je vais mettre de la dette. Alors, reprenons mon exemple. Tu fais un investissement de 100. Tu vas voir la banque. Tu lui dis, prêtez-moi 50, comme ça, moi, je mets que 50. D'accord ? Donc, tu achètes ton immeuble 100, tu as 4 de revenus, tu as 4%. OK ? Le marché change, les gens attendent 8% de rendement, parce que, par exemple, l'IVRA est passé à 3, ou tu vas aller à la banque, tu vas voir des comptes à terme qui vont t'offrir du 5. Donc, pourquoi aller s'embêter à faire de l'immobilier quand un compte à terme fait du 5 ? Tu veux plus, parce que tu as plus de risques, tu as moins de liquidité, tu veux 8. OK ? Donc, mon loyer reste le même, 4. Pour obtenir 8%, la valeur de mon immeuble est à 50. De l'autre côté, j'ai 50 de dette à la banque. De toute façon, le banquier va dire, tu me renvoies la monnaie. Donc, 50 moins 50, tu as remboursé le banquier, impeccable. Tu as tenu tes engagements vis-à-vis de la banque. Par contre, toi, il te reste combien sur ton capital ? 0. Voilà. Donc, quel que soit le placement, et l'immobilier est un placement comme un autre de ce point de vue-là, c'est que tu as tout un tas de mécaniques qui peut faire en sorte qu'une machine qui paraît formidable peut devenir une machine infernale. D'où l'importance d'être certain que quand tu achètes 100, tu ne vas pas te retrouver un jour à revendre à 50. D'où ce qui s'est passé quand les taux d'intérêt étaient à 0 et que l'immobilier devait ramener 4. Le jour où les taux d'intérêt remontent à 4, l'immobilier ne peut plus ramener 4. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une prime de risque. L'immobilier va amener plus qu'un placement non risqué ou plus qu'un placement liquide. L'immobilier, c'est un placement illiquide et risqué. Voilà. Et donc, une fois que tu as intégré
ces grands paramètres, la gestion immobilière, elle devient assez simple. Quand tu ne sais plus créer de la valeur, tu arrêtes d'acheter. Ou quand tu considères que faire de l'immobilier à 4%, quand les taux d'intérêt sont à 4, c'est juste marcher sur la tête, tu arrêtes d'investir. Donc ça, il faut l'expliquer à tes investisseurs. Par contre, à l'inverse, quand le marché immobilier est sinistré, qu'il est à 8%, et même si les taux d'intérêt sont à 4, et que tu sais, en achetant à 8% cet immeuble-là qui valait 2 fois plus il y a 3 ans, tu es sûr de faire une bonne affaire. La probabilité de faire une bonne affaire, elle est très élevée. Ça vaut le coup de t'endetter, parce que tu sais potentiellement que tu ne prends pas énormément de risques, en tout cas le risque est très limité, et tu sais que pendant ce temps-là, tu vas avoir des rendements très élevés. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est que l'immobilier, il faut arrêter d'en faire quand tout le monde veut en faire, et il faut en faire surtout quand plus personne veut en faire. Voilà. Fuyer la foule au final, comme disent beaucoup. Voilà. Et la bonne leçon de tout ça, c'est aussi, comme toujours, comme on dit tout le temps, n'investissez que dans ce que vous comprenez. Et parce que sinon, si on ne comprend pas les mécanismes qu'il y a derrière, on sera un peu perdu. Moi, si je nous écoute par exemple et que je veux investir dans la SCPI, que je ne connais pas trop cet univers, c'est quoi mes possibilités pour investir dans la SCPI? Par exemple, on parle en direct ou via une assurance vie. Et c'est quoi à peu près le ticket d'entrée pour investir dans des SCPI en général? Alors en direct ou dans l'assurance vie, ça dépend de ton cas personnel. Voilà, enfin, l'assurance vie a un avantage, plusieurs avantages. C'est que d'abord, en termes de succession, c'est plutôt intéressant. Tu as une fiscalité qui peut être un peu plus douce au bout de 8 ans. Enfin, il faut rester 8 ans. Mais après tout, ce n'est pas complètement idiot. Tu ne fais pas d'immobilier pour investir pour 6 mois. Donc sur 8 ans, si au bout de 8 ans, parce que, encore une fois, la SCPI, c'est l'immobilier. Donc, ce n'est pas un placement où tu rentres et tu sors comme ça. Ça ne fait pas de sens. C'est du long terme. Tu n'achètes pas un appartement locatif, tu ne le gardes pas pour 3 mois. Ça ne fait aucun sens. Donc 8 ans, tu gardes ta part de SCPI. Au bout de 8 ans, tu as une fiscalité un peu plus douce, c'est sympa. Mais surtout, le gros avantage, c'est que quand tu le fais ça dans l'assurance vie, tu es liquide. Puisque l'assurance vie est liquide, l'assureur te doit la liquidité au bout de 2 mois. Ça, c'est la théorie. Puisque la crise en cours, la crise récente, a montré que les assureurs, avec la crise de liquidité qu'il y a eu dans certaines SCPI, donc dans les acteurs qui ont été qui ont été pas très prudents au moment où le marché immobilier était très cher, la liquidité a été bloquée. C'est-à-dire qu'il y avait plus de vendeurs de parts que d'acheteurs de parts. Donc il fallait que les gérants vendent les immeubles. Bon, comme le marché immobilier n'était pas porteur, ils ont eu mal à les vendre. Et donc certaines très grosses SCPI, il y a eu des accidents industriels, ont planté la liquidité. Heureusement, ce n'est pas toutes les SCPI, loin s'en faut. Mais donc il faut investir dans la SCPI avec du discernement. Donc en théorie, l'assurance vie permet d'apporter de la liquidité à l'immobilier. Mais voilà, tout va dépendre de la capacité de l'assureur à tenir ses engagements, qui est encore un autre débat. Donc tu peux le faire via l'assurance vie, tu peux le faire via d'autres méthodes, tu peux en faire dans ton plan d'épargne retraite, par exemple. Tu peux en faire un dispositif que les gens connaissent moins bien qui s'appelle le démembrement. Voilà, tu démembres, alors c'est moche, hein, j'enlève les membres. Alors c'est un terme juridique pour expliquer que, en fait, quand tu achètes quelque chose, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour l'immeuble. En fait, tu as la carcasse de l'immeuble qui a une valeur que tu vas payer. Tu payes un prix, tu en es le propriétaire. Et ensuite, il y a le loyer. Et en fait, tu peux acheter un immeuble, soit acheter que le capital, soit acheter que le revenu. Ça s'appelle le démembrement de la propriété. C'est-à-dire qu'il va y avoir le nu propriétaire. Il est nu propriétaire parce qu'il n'est que le propriétaire, mais il ne touche pas le revenu. Et le revenu est touché par l'usufruitier. Alors tu vas me dire, l'intérêt c'est quoi? J'achète quelque chose et j'ai pas le revenu, je vois pas le fiscal. Hein? Fiscal. Ben non, ben alors le premier intérêt c'est que tu vas l'acheter beaucoup moins cher parce que en fait ce démembrement il est temporaire. Au bout de 10 ans, tu vas redevenir propriétaire et tu vas toucher les revenus. Mais comme tu n'as pas touché les revenus pendant 10 ans, la propriété tu vas la payer moins cher. Donc par exemple, tu vas la payer entre 50 et 70% de sa valeur. Donc tu n'as pas de revenus pendant 10 ans. Et tu payes que 50-70% de la valeur, et au bout de 10 ans, tu deviens propriétaire. Donc, quelque part, tu as fait un gain de 30% et tu vas toucher le revenu. Bon, entre-temps, il y a le coût du temps, le coût de l'argent, mais si l'immeuble prend de la propriété, tu vois, ça peut faire du sens. Et comme tu l'as dit, gros avantage, c'est comme tu n'as pas de revenu, tu n'es pas fiscalisé. Voilà. Et pour le nu propriétaire, ça, c'est l'intérêt. Et l'usufruitier, il peut avoir un intérêt si vraiment il a besoin de revenus plus élevés et qu'il ne veut pas prendre de risque sur le capital. Tu connais le prix au départ et tu sais que tu n'as rien à vendre. Par contre, derrière, tu vas recevoir des flux qui vont faire que plus compenser le montant que tu as investi. Donc, ça veut dire que l'usufruit, tu n'es pas exposé au risque du marché immobilier. Puisque quelle que soit la valeur de l'immeuble, tu auras ton revenu. Voilà. Donc, par contre, tu es exposé au risque du locataire, qui est une autre histoire.
Donc il y a SCPI en direct, SCPI via assurance vie, SCPI en nue propriété, SCPI en usufruit. C'est les 4 grandes possibilités globalement si on Et puis synthétise. alors, tu peux aussi acheter ta part de SCP à crédit, comme tu le ferais pour un appartement ou un Est-ce que immeuble. c'est une bonne idée ça? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les Alors- conditions de financement ne sont pas toujours... Alors, c'est vrai que c'était pas très intéressant sur le marché global des SCPI, parce que si tu n'as pas le rendement suffisant pour couvrir ton taux d'intérêt, ça fait pas grand sens. À moins que tu te dises, finalement, le marché immobilier, vu l'état dans lequel il est, c'est le bon moment pour investir. Donc, même si j'ai pas un gap très intéressant entre mon revenu et le coût de la dette, enfin l'intérêt, comme derrière le capital, il va prendre de la valeur, je fais peut-être une très bonne affaire. Ça, c'est à chacun de l'apprécier, de faire de faire son opinion là-dessus. Aujourd'hui, ça devient un peu plus intéressant, puisque le rendement de certaines SCPI est élevé. Tu prends encore en origine, je te dis, depuis 12 ans, c'est plus de 6%. Voilà, tu arrives à trouver des taux aujourd'hui pour faire de l'investissement SCP aux environs de 3,75, 3,70. Donc ça te fait une belle marge. Et en plus de ça, la SCP a investi en très bonnes conditions parce que le marché est beaucoup moins cher. Et est-ce que les banques nous suivent autant facilement sur du crédit SCPI que sur un crédit immobilier? Ou est-ce que c'est que Ça va dépendre des banques. Ouais. Voilà. Alors, il est vrai que, compte tenu d'une histoire très récente où certaines SCPI, il s'est passé des comptements, on va dire, un peu indélicats de la part de certains gérants qui donc ont acheté très cher, ont beaucoup collecté, acheté très cher et ont bloqué la liquidité de leur SCPI. Certaines banques vont être sur certaines SCPI, elles vont être très frileuses. Par contre, sur d'autres, il n'y a aucun problème. Ok, ça dépend aussi des SCPI. C'est vrai qu'il y a souvent un enjeu pour les gens qui investissent en SCPI, c'est aussi la fiscalité, comme tu l'as mentionné. Parce que si j'achète une SCPI en direct, c'est considéré comme des revenus fonciers, donc ça peut être lourdement imposé. Donc la SCPI, plutôt en direct, assurance vie, etc., ça serait pour quel type de profil? En direct, pour quand on n'a pas des revenus trop élevés, puis ensuite plutôt sur assurance vie, une propriété, c'est ça? Oui, ou alors on a une structuration immobilière dans laquelle on a des déficits immobiliers par ailleurs. Ok. Voilà. Après, alors il y a des petites subtilités parce que, par exemple, les SCPI de quorum, elles sont extrêmement investies à l'étranger. Il n'y a pas grand-chose en France. Et en fait, le fait d'avoir un patrimoine immobilier à l'étranger, pour la taxation du porteur de part de SCPI, en fait, comme l'investissement n'est pas en France, le revenu n'est pas assujetti aux contributions sociales. Donc tu gagnes CSG, CRDS, enfin, ce qui est l'équivalent de CSG, CRDS. Voilà, donc c'est un petit gain. Faut pas en parler trop fort, hein, parce que Il y en a beaucoup qui voilà, commencent à le faire. les bons tuyaux fiscaux, moins on en parle, mieux ça vaut. Non, mais ça va dépendre du profil de tout un chacun. Et il y a tellement de combinaisons possibles sur les profils d'épargnants et de sa propre fiscalité que voilà, il faut plutôt aller voir un conseiller en gestion de patrimoine ou son banquier s'il avertit sur le sujet, voilà, ou appeler le gérant qui peut avoir des services pour expliquer tout ça. C'est quoi une bonne SCPI? Moi, si je suis un investisseur et que je veux analyser une SCPI, je dois regarder quels critères principalement? Quels critères je devrais regarder? En fait, les critères, tu les connais. Tous les gens qui nous regardent les connaissent, ces critères. C'est comme faire l'immobilier en direct. Imagine que tu fasses un immobilier en direct. Je reprends mon appartement à Lyon, 110 000 euros. Bon, ok. Une fois que tu as mis tes 110 000 euros, toi, ton intérêt, c'est que d'abord, il y a un locataire. Si tu as mis 110 000 euros, qu'il n'y a pas de locataire, si en plus ça, tu t'es endetté à 50%, que tu dois rembourser la banque parce que tu n'as pas fait de crédit in fine, au moins tu dois payer les intérêts, toi, tu sors de l'argent. Bon, donc il faut qu'il y ait un locataire. Ça, on peut voir le taux d'occupation de la SCPI. Voilà. Ça. Okay. Après, il faut qu'il y ait un locataire qui paye son loyer. C'est un deuxième problème. En France, c'est un problème aussi. C'est un deuxième problème. Tu vois. Et puis après, ton immeuble, il ne faut pas que tu te sois trop trompé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de charges, trop de travaux. Et il faut que le locataire paye un maximum de charges à ta place. Alors, je te donne un tuyau. En France, la loi est faite de telle façon que quasiment toutes les charges sont sur la tête du propriétaire. À l'étranger, c'est plutôt l'inverse. Tu vas en Angleterre, c'est le locataire qui paye tout, y compris les travaux de rénovation de l'immeuble. C'est génial. C'est le pays de cocagne. Voilà, donc ça, c'est des trucs importants. C'est le taux d'occupation. Alors, c'est pas le taux d'occupation en photo. Parce que, par exemple, tu vas prendre une SCPI récente, à moins d'être complètement à côté de la plaque, tu démarres une SCPI, tu as 100% de taux d'occupation. Tu n'achètes pas des immeubles vides. Par contre, avec le temps, ces immeubles, les locataires vont partir, il faut que tu les remplaces. Donc, il faut regarder l'évolution du taux d'occupation dans le temps. Voilà. Si le taux d'occupation dans le temps, il est stable et qu'il est au-dessus de 95%, voilà, c'est plutôt très bien. Chez Quorum, je sais pas, on doit être sur 12 ans en moyenne à 98,5, 99%. Et pour faire ça, le gérant, par contre, ça veut dire qu'il va faire le boulot. Alors ça, c'est un des trucs discriminants dans la gestion du SCPI.
C'est que nous, on fait tout le boulot par nous-mêmes, on ne délègue rien. T'imagines, tu es en France, tu délègues un gars en Finlande pour gérer ton immeuble. Bon, c'est pas toi qui as la relation avec le locataire, donc tu sais pas vraiment ce qui se passe. Par contre, tu reçois des reportings, des feuilles. Mais une feuille, c'est pas forcément la substance de la vraie vie. Donc le fait de gérer par nous-mêmes, ça t'amène, d'abord, tu protèges vraiment tes intérêts, tu ne dépends pas d'un tiers, tu n'as pas de conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'imagine, tu confies ta gestion de ton immeuble en Finlande à un gars qui a 1000 immeubles à gérer, tu es un mini-immeuble parmi d'autres. Si toi, c'est tes immeubles à toi, tu vas être un peu plus précautionneux. Donc la structuration du gérant, l'organisation, sa façon de travailler va être importante. Mais ça, tu ne le vois pas, toi. Alors, la façon de le voir, la façon de le détecter, c'est la constance du taux d'occupation dans le temps. Il peut y avoir aussi des trucs très drôles. Tu peux avoir, ça nous est arrivé quelques fois, il y a ce qu'on appelle le taux d'occupation physique, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés occupés, puis le taux d'occupation financière. En fait, est-ce que la SCPI reçoit tous ses loyers? Tu peux avoir des cas dans lesquels tu as des taux d'occupation physique de 97 ou 96%, et des taux d'occupation financière de 101 ou 102%. Ça arrive. Je te donne un exemple. Ça arrive beaucoup dans les pays anglo-saxons, comme par exemple en Angleterre. Tu as une boîte qui a loué un immeuble sur 10 ans. Au bout de 5 ans, elle veut quitter l'immeuble. Elle vient te voir et dit moi, je dois partir. Est-ce que tu me fais un discount si je pars maintenant? Ok, au lieu de payer 5 ans, tu vas me payer 4 ans. Mais il te paye 4 ans. Donc toi, tu as 4 ans pour relouer. Entre-temps, si tu reloues au bout de 6 mois, tu auras double loyer. D'accord? Ça, c'est possible parce que dans certains pays, pour des raisons comptables, les gens ont plutôt intérêt à quitter, à payer, plutôt que de rester là parce que comptablement, ça leur coûte trop cher. Donc, tu vois, il y a tout un tas de subtilités et donc tu peux les détecter à travers l'évolution de ces ratios. Ensuite, ce qui est important, c'est regarder la régularité du rendement de la SCPI et l'évolution de la valeur du patrimoine. Alors, l'évolution de la valeur du patrimoine, elle va se faire à travers les variations du prix de part. Est-ce que le prix de part a augmenté de façon régulière et corrélativement au marché immobilier? Voilà. Il y a des CPI qui n'ont pas augmenté leur prix de part pendant des années, alors que le marché immobilier était en hausse. Pourquoi? Eh bien, on en revient à notre petit calcul de proportion de tout à l'heure. Un immeuble, il vaut 100, tu as 6% de loyer, tu as 6% de rendement. Okay, si le loyer n'augmente pas, mais que la valeur de l'immeuble augmente, par exemple, la valeur de l'immeuble, elle passe à 110. Tu as 6 de loyer. Par contre, tu as un gars qui dit ton immeuble, il vaut 110. Donc, le gérant, il va être obligé d'augmenter le prix de la part, en théorie. Il doit la passer à 110, sauf que 6 sur 110, ça fait plus 6%. Ça fait quelque chose comme 5,40. D'accord? Donc, visuellement, tu as un rendement qui baisse. Donc, beaucoup de gérants, quand le marché immobilier montait, n'augmentaient pas les prix de part. Bon. Donc, d'un seul coup, ils étaient contraints de les augmenter parce qu'on ne peut pas fixer une valeur du prix de part. On doit la fixer dans une fourchette entre moins 10 et plus 10% de la valeur des immeubles. Donc, on a cette latitude-là, mais il y a un moment, si ça a pris de valeur, tu es obligé d'augmenter. Donc, regardez si le prix de part a bien évolué corrélativement au marché immobilier, donc par rapport au cycle. Donc, en gros, de 2009 à 2022, le marché immobilier a fait que monter. Depuis 2022 à 2025, il a plutôt baissé. Est-ce que pendant la crise qui est apparue dans l'immobilier en 2022-2023, est-ce que la valeur de part a baissé? Si elle a baissé, ça veut dire que la gestion n'a pas été forcément faite au cordeau. Si par contre, la valeur de prix de part est restée stable ou a même augmenté, c'est-à-dire que le gérant était plutôt prudent et qu'il a joué au bon endroit et que c'était plutôt bien géré. Et puis enfin, il faut regarder un petit peu l'information qui est délivrée. Est-ce que, par exemple, le gérant te donne, quand tu vas sur le site internet, tu vois les immeubles, tu vois le prix auquel il a acheté, qui sont les locataires, quelle est la durée du bail? Tu fais un tour, tu regardes, tiens, le locataire, n'importe quoi, c'est par exemple Microsoft et il est dans cet immeuble depuis 3 ans, il reste 8 ans de bail encore, il peut partir que dans 8 ans. C'est la durée du bail restant à courir. Tu dis, ça c'est plutôt pas mal. Si par contre, tu vois qu'en moyenne, les baux prennent fin au bout de 6 mois, tu dis, qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc, tout le monde peut se faire sa religion là-dessus. Et moi, j'invite les gens qui veulent investir en SCPI, prenez un peu de temps. Et normalement, tout doit être sur les sites internet. On sait tous regarder les choses avec nos yeux de façon très simple. On sait tous faire des règles de droit. Il n'y a rien de compliqué. Et il y a un élément qui est aussi souvent regardé, c'est normal par les personnes, c'est les frais. À quel moment je paye des frais quand j'investis dans une SCPI? Et c'est quoi les normes de frais, on va dire, sur le marché? Alors, les frais, il y a plusieurs types de frais. Il y a les frais qui sont liés à la gestion du capital. Donc, il peut y avoir des frais de souscription, des frais d'investissement. En gros, frais de souscription, tu as des frais qui sont pris au moment où tu mets l'argent dans les SCPI. Okay. Frais d'investissement, les frais sont pris quand l'argent a été investi. Bon, normalement, si le gérant fait bien le boulot, on parle de 2 mois. Donc, il n'y a pas beaucoup d'écart.
La différence, c'est que les frais, les commissions de ce qu'on appelle les frais au moment d'investissement, les commissions de souscription, elles sont connues, elles sont fixes, alors que les frais d'investissement, plus tu vas investir, plus le gérant va avoir des commissions. Alors tu vas me dire, c'est la même chose que quand je mets le capital dans les CPI. Non, pas tout à fait, parce que le gérant, il peut mettre de la dette. Donc plus le gérant va mettre de dette, plus il va prendre des frais, parce que plus il va acheter. Alors par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tu vois aussi que ça peut pousser un peu au crime. C'est-à-dire que le gérant, il va avoir intérêt à mettre de la dette. Ouais, le plus possible. Et la dette, c'est quelque part une prise de risque. D'accord ? Donc dans les frais, il faut faire un peu attention à ça. C'est-à-dire que si tu as une SCPI avec des commissions d'investissement, il faut regarder le niveau d'endettement. Et donc, plus tu vas avoir de dette, plus les frais vont être élevés, les frais d'investissement vont être élevés. Et la commission de souscription, généralement, elle est entre 9 et 12%. Et la commission d'investissement, elle va osciller, je crois, c'est entre 3 et 6 ou 7%. Mais le 3 ou 6%, si tu mets 30% de dette, ils deviennent 10%. Donc, globalement, ça devient au même. Après, tu as les frais de gestion. Là, ça va osciller, je pense qu'on doit être entre 9% des loyers. Ça, c'est pour les commissions. Les CPI qui ont des commissions à la souscription, donc au moment où tu rentres. Et les CPI qui ont plutôt des commissions d'investissement, tu vas plutôt être entre 12 et 18, je crois. Ils sont plus élevés. Voilà. Après, tu peux avoir des frais pour travaux. Nous, chez Corum, on n'en a pas. On n'a pas de commission d'investissement, pour la raison que je t'évoquais, pour un sujet de conflit d'intérêt, on a des commissions de souscription. Puis après, tu peux avoir des commissions à l'arbitrage. Alors là, il faut être très prudent là-dessus, il faut être très attentif, parce qu'il y a pas mal de SCPI qui ont des commissions à l'arbitrage. Donc, c'est-à-dire que quand tu vends l'immeuble, d'accord, le gérant va toucher une commission. Dans la plupart des SCPI, la commission, elle est basée sur le prix de vente. Voilà. Nous, chez Corum, on considère que cette commission ne doit pas être basée sur le prix de vente. Enfin, elle doit être prise sur le prix de vente, mais elle doit être associée à une condition de plus-value. On ne prend pas de commission s'il y a une moins-value. Voilà. Donc, il faut bien vérifier que dans les statuts, dans la note d'information de la SCPI, la commission, en cas de cession d'un immeuble, elle soit conditionnée à la réalisation d'une plus-value. Tous les plein de petits détails qui sont hyper importants. Très clair sur ça, je pense qu'au moins c'est parfait pour ceux qui veulent analyser tous les points. Juste un petit point rapidement, regardez aussi si le gérant sait vendre. Parce que ça, c'est un bon indicateur. Il y a des gérants qui ne savent qu'acheter. Un gérant qui sait vendre, ça veut dire qu'il est prêt à vendre du patrimoine et regardez s'il a fait des plus-values. Sur son parc. Ça, c'est super important. Ouais, parce que s'il a fait des plus-values et qu'il vend, ça veut dire qu'a priori, il a fait le boulot, il a su créer de la valeur aussi. Il n'a pas fait qu'acheter, acheter. Pour terminer, je vais te poser une question un peu large. Ouais. Sur les dernières années, on a vu le marché des SCPI, de l'immobilier en général, comme tu l'as dit, un peu en difficulté. Le marché des... Pas toutes les SCPI. Pas toutes. Ouais, s'en faut. Ouais. C'est vrai. On sait aussi que les SCPI, c'est un type d'investissement qui est, quand on regarde la moyenne d'âge, c'est surtout les personnes plus âgées qui en ont et que du coup, les jeunes, pourquoi ils devraient commencer à s'intéresser aussi à ce type d'investissement. Et globalement, c'est quoi, toi, ta vision du marché de la SCPI dans les prochaines années et pour Corum aussi? Alors, très large, je sais. Mais... non, mais nous, chez Corum, en ce moment, la moyenne d'âge, les gens qui souscrivent le plus, ils ont 35 ans. Ça baisse de plus en plus. Ok. Ouais. Parce que jusqu'ici, je crois que dans les cabinets de gestion de patrimoine, ils disaient que c'était une moyenne d'âge supérieure à 60 ans. Alors, historiquement, oui, c'était plutôt 50-60 ans. C'était un truc de vieux briscard. Mais voilà. Et on n'est pas surpris parce que, en fait, c'est un produit extrêmement moderne. Alors, le nom est ringard au possible. Je suis le premier à le dire. SCPI, c'est quand même voilà. Mais le truc, c'est vraiment d'une simplicité biblique. Voilà. Je te l'ai pas dit, mais tu sais que les associés, ils prennent une décision. Il y a une assemblée générale tous les ans. Quel est le produit de placement ou d'épargne où tous les investisseurs vont se mettre ensemble en disant bon, ok, le gars, il a fait un bon boulot. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas beaucoup, non. Il n'y en a pas. Voilà, donc c'est ce produit d'une modernité effrayante. Et c'est un produit qui correspond aussi. Tu vois, nous, on a inventé un truc, on s'est mis à payer des dividendes mensuellement. Enfin, c'est un vrai complément de revenu, tu vois. C'est un truc... ce que je trouve génial dans les SCPI, c'est que le cash, il revient, quoi. Et un produit d'investissement dans lequel tu prends le cash uniquement quand tu vends, et quelque part, tu es à risque. Il y a une crise sur certaines grosses SCPI avec des gérants qui ont été un peu indélicats dans leur façon de gérer en collectant beaucoup et en n'étant pas tellement précautionneux sur les investissements. Mais malgré tout, même dans ces pays, les gens ont pris des dividendes au moins tous les trimestres pendant 10 ans. Donc tout l'argent qui est arrivé sur ces comptes bancaires, c'est de la vraie monnaie. C'est ça qui est génial et qui est hyper moderne dans les SCPI. Et c'est pour ça que moi j'adore ce produit. Parce qu'il a un côté complètement suranné, mais il est d'une extrême modernité. En même temps, simplicité et modernité. Et sur l'avenir, vous voyez continuer à développer à l'étranger ou...
Plus en France. Tu parles de quoi? De l'investissement? L'investissement plutôt. Nous, on est extrêmement opportunistes. Ok, donc On c'est est là où il y reptilien. aurait- J'ai dit pendant 10 ans, jamais on investira en France, jamais on investit en France. Par contre, un jour, on viendra investir quand tout sera cassé la figure. Bon, alors tout s'est pas cassé la figure, on s'en fout. Mais depuis 1 an et demi, on réinvestit en France. On achète du bureau parce que personne ne veut de bureau. Hmm. Nous, le bureau, on considère que c'est juste un problème de prix. Et que si les prix des l'immobilier de bureaux baissent, les loyers vont baisser. Et donc, les entreprises vont se remettre à louer des bureaux. C'est juste basique. Tout ça, c'est juste un problème d'offre et de la demande. Donc, il n'y a pas de loi. Il y a juste des cycles, des moments. Je vais te livrer une anecdote. En 2020, on est en pleine crise sanitaire, le Covid, ça devait être en avril. Et il y a un grand truc qui démarre dans les CPI, c'est la santé. Il faut faire de la santé parce que l'avenir est à la santé. Enfin, il y a une crise sanitaire, quoi. Alors, la santé, les maisons de retraite. Et je me souviens, la même semaine, j'ai 4 journalistes qui m'appellent en disant plus un, Quorum, vous ne faites pas de santé. Mais pourquoi vous ne faites pas de maison de retraite? C'est l'avenir, regardez vos confrères, c'est un truc génial. Et je leur dis 2 choses. Je leur dis, justement, puisque tout le monde va en faire, je ne vais surtout pas en faire. Oui, parce que les prix sont mis à grimper en flèche. Le marché immobilier de la santé en Europe, c'est tout petit. C'est tout petit, c'est quelques milliards d'investissements par an. Et tu as du jour au lendemain des gens qui sont à lever chacun des centaines et des centaines de millions d'euros. Donc en gros, il y avait 9 milliards à investir pour 3 milliards à acheter. Donc ça fait flamber les prix. Et puis je dis, j'ai quand même un problème avec la santé, c'est un problème réputationnel. Je disais, moi, les maisons de retraite, il y a quand même un sujet. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans une maison de retraite. Moi, je ne vois pas une de mes CIA chez une maison de retraite qui a un problème réputationnel derrière. Je qu'il y en a eu plein, c'est je ne vois pas de quoi vous voulez parler et tout. Mais je l'ai dit, ça a été écrit, enfin, j'ai été cité là-dessus. Et 1 an après, sort l'histoire d'Orpea, tu vois. Tu ne peux pas amener des porteurs de parts avec un scandale majeur sur un sujet. Bon, voilà. Donc, il faut avoir son candidaton et la vérité de l'instant et pas celle du lendemain. Moi, aujourd'hui, l'affaire de la santé, pas des maisons de retraite, mais faire de la santé, ça ne pose aucun problème. On a d'ailleurs une SCPI qui a investi beaucoup aux États-Unis en ce moment parce que c'est super intéressant. Le marché immobilier est très intéressant. Les prix ont beaucoup baissé. Il y a peu d'investisseurs américains, donc on fait de super affaires. On a acheté un immeuble, par exemple, à Manhattan, sur Broadway. C'est un grand groupe pharmaceutique. Enfin, c'est une grande pharmacie sur un pied d'immeuble. Sur Broadway, on a un rendement de 7,5%. Il y a 4 ans, ce truc-là, ça avait un rendement de 3%. Et à 4 ans, j'aurais jamais acheté ce truc-là. On n'aurait jamais acheté ce truc-là. Donc la vérité de l'instant n'est pas celle du lendemain. Voilà. Et ça, c'est à l'achat comme à la vente. Donc pour répondre à ta question, il y a un truc qu'on ne changera pas, nous, c'est notre philosophie d'investissement. Voilà. Et j'espère que dans l'échange qu'on a pu avoir aujourd'hui, voilà, si j'ai pu partager quelque chose, c'est que la bonne idée, il faut toujours s'en méfier. Et que généralement, la bonne idée, il faut bien avoir en tête qu'on n'est jamais seul à l'avoir au même moment, qu'il y a des gens qui l'ont eu avant nous. Et généralement, quand on entend parler d'une bonne idée, c'est trop tard. Quand on entend la télé, en général, on dit que c'est déjà trop tard. Un grand merci à toi. Au moins, c'était une vraie masterclass sur les SCPI. C'est très clair pour tous ceux qui nous écoutent. Et un grand merci à vous tous qui nous regardez, nous écoutez. N'hésitez pas pour soutenir la chaîne à vous abonner et à liker. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye. Merci. Merci.